La crise du 16 mai 1877 a fait basculer les institutions de la Troisième République vers un régime parlementaire de type moniste, comme nous l'avons vu la dernière fois. Pour le dire de manière un peu différente, cet affrontement a révélé que, contrairement à ce que pensaient les monarchistes, le centre de gravité des institutions ne se trouvait pas du côté du chef de l'État, mais du côté du Parlement, et plus précisément du côté de la Chambre des députés. Ce basculement était en réalité largement prévisible, pour qui savait lire correctement une constitution, et aussi pour qui savait évaluer la situation politique de la France. Car souvenez-vous, pour prévoir comment une constitution va fonctionner, il faut toujours la replacer dans le contexte politique dans lequel elle devra fonctionner. Comme le dira plus tard le général de Gaulle, une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. Quelle était donc la situation politique de la France en 1877 ? Par-delà les fluctuations de surface, le point essentiel était le suivant. Presque un siècle après la Révolution, et en dépit des nombreux régimes qui s'étaient succédés depuis 1789, la France avait définitivement basculé du côté de la démocratie. C'est-à-dire que, dans ses profondeurs, le peuple français avait admis le principe fondamental de la démocratie, à savoir l'égalité en droit naturel de tous les hommes. D'où découle, pour chacun d'entre eux, le droit de ne pas être gouverné sans son consentement. La traduction pratique de ce droit à ne pas être gouverné sans son consentement, c'est l'élection, le droit de suffrage individuel. Comme l'énonce la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ses articles 3 et 6, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Dans une nation démocratique, dans une nation qui adhère aux principes fondamentaux de la démocratie, le peuple est la source de toute légitimité politique. Faisons un point sur cette notion de légitimité avant de poursuivre. La légitimité signifie la capacité à obtenir l'obéissance sans avoir besoin de recourir à la force ou à la menace de la force. La légitimité est distincte de la légalité. Ce qui est légal est ce qui est appuyé par la force publique. On se soumet à la loi d'abord parce qu'on sera sanctionné si on ne la respecte pas. C'est le sens de l'adage « force doit rester à la loi ». Mais lorsqu'on considère que la loi est légitime, il n'est même pas besoin de la peur de la sanction pour la respecter. Une loi légitime est une loi à laquelle on obéit spontanément, parce qu'on la considère comme juste. Dans une perspective plus large, un régime politique légitime est un régime dont on accepte les lois sans avoir besoin d'y être contraint. On se soumet aux lois non pas parce qu'on considère que toutes les lois de ce régime sont bonnes, ce qui n'est jamais le cas, mais parce qu'on considère que ceux qui font les lois ont le droit de le faire. Il est juste que ce soit eux qui fassent la loi, même si parfois on peut être en désaccord avec les lois qu'ils font. Revenons maintenant à la Troisième République. La nation française étant devenue démocratique dans ses profondeurs, la conséquence est que le peuple est considéré comme la source de toute autorité politique juste. Le peuple est l'arbitre suprême de la vie politique. Léon Gambetta, l'un des principaux leaders républicains lors de la crise du 16 mai 1877, avait parfaitement exposé cet état de fait durant la campagne électorale. À la fin d'un discours prononcé le 15 août 1877, il avait eu cette formule fameuse. « Ne croyez pas que lorsque tant de millions de Français auront parlé, il y ait personne, à quelque degré de l'échelle politique ou administrative qu'il soit placé, qui puisse résister. Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre. » Le maréchal de MacMahon lui-même en avait convenu après les élections. Le peuple, avait-il dit, est un juge sans appel. Lorsqu'il a parlé, on ne peut en effet que se soumettre à sa décision ou bien abandonner ses fonctions. Mais dès lors que le peuple est la source ultime de la légitimité politique,
Cela signifie que celui qui est élu par le peuple est supérieur à celui qui ne l'est pas. Il l'est en fait même s'il ne l'est pas en droit, c'est-à-dire que, en cas de conflit entre une institution élue et une institution non élue, l'institution non élue devra inévitablement, à plus ou moins long terme, céder face à l'institution élue, même si la Constitution lui accorde de grands pouvoirs. Cette infériorité est évidemment accentuée si l'institution non élue est désignée par l'institution élue. En ce cas, elle tire sa légitimité politique de l'institution élue, ce qui signifie en pratique que son existence est entre les mains de cette dernière. Or, telle était la situation du président de la République face aux parlementaires. Souvenez-vous, le président, sous la Troisième République, était élu par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire par la réunion de la Chambre des députés et du Sénat. Il était donc assez illusoire de penser que le président pourrait longtemps faire prévaloir une ligne politique différente de celle voulue par la majorité à la Chambre des députés, la Chambre directement élue par le peuple. Par ailleurs, second élément de déséquilibre des institutions, la dissolution de la Chambre des députés ne pouvait être prononcée qu'avec l'accord du Sénat. Autrement dit, l'arme constitutionnelle donnée au pouvoir exécutif pour se défendre contre le pouvoir législatif ne pouvait être employée qu'avec le consentement d'une partie du corps législatif. A l'inverse, les deux chambres pouvaient renverser le gouvernement sans aucune limitation. Par conséquent, le droit de dissolution était destiné à ne pouvoir être employé que très rarement par le président, voire à tomber en désuétude purement et simplement. Et de fait, après la crise du 16 mai 1877, plus jamais le Sénat n'accordera l'autorisation de dissoudre la Chambre des députés. La dissolution sera définitivement interprétée comme une procédure anti-républicaine, un coup de force contre la représentation nationale. Ainsi privé de légitimité propre et de toute arme constitutionnelle significative, le président de la République n'a plus, après la crise du 16 mai 1877, qu'un rôle essentiellement honorifique. Selon la formule employée plus tard par De Gaulle, il inaugure les chrysanthèmes. C'est ce qui a fait dire un jour à Georges Clemenceau, qui a été président du Conseil, mais jamais président de la République, « La vie m'a appris qu'il y a deux choses dont on peut très bien se passer, la présidence de la République et la prostate. » Ce qui est tout de même un peu exagéré concernant la prostate. Le pouvoir exécutif passe entièrement entre les mains du Conseil des ministres, et ce Conseil est lui-même entièrement dépendant du Parlement. Autrement dit, la Troisième République, conçue comme un régime parlementaire dualiste, est devenue très vite un régime parlementaire moniste, qui lui-même, au fil du temps, va ressembler de plus en plus à un régime d'assemblée. Le terme régime d'assemblée désigne l'absorption de l'exécutif et du judiciaire par le législatif. C'est un régime de confusion des pouvoirs, où tous les pouvoirs procèdent d'une assemblée élue au suffrage universel direct. En France, le régime d'assemblée pure a été pratiqué de 1792 à 1795, pendant la Convention, raison pour laquelle il est aussi parfois appelé régime conventionnel. Il est associé à la période de la terreur révolutionnaire. La Troisième République n'ira pas aussi loin que la Convention dans la confusion des pouvoirs. Mais il est certain que, à compter de la Constitution Grévy, l'exécutif a perdu toute indépendance, toute capacité à résister au pouvoir législatif. Il en résulte une très grande instabilité gouvernementale. Entre 1871 et 1940, 104 gouvernements se succèdent, soit en moyenne un tous les 9 mois. La prépondérance du Parlement, en effet, est essentiellement négative. Une assemblée ne saurait gouverner. Elle peut juste empêcher l'exécutif de gouverner en le renversant à la moindre contrariété. Avec des gouvernements aussi instables, il est bien sûr très difficile d'avoir une politique de long terme. Les réformes, qui demandent du temps pour produire leurs effets et qui exposent à l'impopularité, sont peu à peu délaissées ou ne sont jamais menées à bien. La Troisième République va donc dépérir progressivement, surtout après 1919.
les pouvoirs publics sont constitutionnellement incapables de prendre les mesures énergiques que nécessiterait la situation économique et politique du pays, dans un contexte international particulièrement dangereux, avec la montée des totalitarismes communistes et nazis. En mai-juin 1940, la France subit une défaite foudroyante face à l'armée allemande. Cette défaite stupéfiante de rapidité ne fut pas seulement la conséquence des erreurs énormes commises par le haut commandement dans la préparation de la guerre, puis dans la conduite des opérations. Elle fut peut-être surtout, un effondrement des institutions de la Troisième République. Dans ses mémoires de guerre, le général de Gaulle raconte son entrevue en octobre 1944 avec celui qui était président de la République au moment de la défaite de 1940, Albert Lebrun. Après avoir écouté Albert Lebrun lui expliquer comment le pouvoir politique avait cédé en juin 1940 face aux généraux partisans de l'armistice, de Gaulle conclut sobrement « Au fond, comme chef de l'État, 2 choses lui avaient manqué, qu'il fût un chef, qu'il y eût un État. » Albert Lebrun n'était pas un véritable chef d'État, car jamais les parlementaires n'auraient consenti à élire président de la République quelqu'un qui aurait eu un tempérament de chef. Raison pour laquelle, par exemple, Georges Clemenceau n'a jamais été président de la République. Il n'y avait pas d'État au sens que De Gaulle donne à ce terme, c'est-à-dire un pouvoir exécutif énergique, capable de prendre et de faire appliquer des décisions difficiles, y compris dans des temps d'extrême péril. Le 10 juillet 1940, le Parlement de la Troisième République vote, pour ainsi dire, sa propre disparition, en accordant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. La Troisième République, après avoir sans cesse chancelé dans un fâcheux déséquilibre, s'abîme finalement au fond d'un gouffre d'abandon, comme l'écrit De Gaulle dans ses mémoires. 2400 ans auparavant, Aristote avait déjà fait remarquer que les assemblées populaires toutes puissantes, parce qu'elles sont incapables de gouverner, finissent, en règle générale, par s'en remettre entièrement à un homme providentiel. Les assemblées toutes puissantes, qui ont absorbé le pouvoir exécutif, finissent par consentir à l'instauration d'un pouvoir exécutif bien plus fort et bien plus arbitraire que celui qu'elles avaient absorbé. Le 27 octobre 1946, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. La 4e République commence. On aurait pu penser que la fin catastrophique de la Troisième République aurait servi de leçon pour établir les nouvelles institutions. Mais tel n'a pas été le cas. Loin de corriger les erreurs de la Constitution de 1875, la Constitution de 1946 les reproduit. Les conséquences seront tout aussi désastreuses. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois.